Coucou, nous sommes lundi 29 janvier et j'introduis ce vlog en ce lundi assez nuageux, mais ça va, en vrai ça va. Je viens vous faire des points lecture puisque j'ai pas mal lu ce week-end. Donc déjà, j'ai attaqué Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel que je veux lire depuis que je l'ai, parce qu'il me fait très envie depuis que je l'ai. Il a toujours été repoussé, le pauvre, mais c'est pas l'envie qui manque. Très jolie couverture de Melchior Ascaride. Michel Pagel, qui est un auteur francophone et aussi traducteur, c'est lui qui a traduit Babel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le savez. Et c'est dans les très très beaux collecteurs des moutons électriques avec le dos tissé, là, en toile tissée que moi j'adore, je les trouve magnifiques. Je suis une grande fan du travail des moutons électriques, c'est pas nouveau, vous le savez. Bien avant même de m'y connaître en maison d'édition, j'aimais déjà ce qu'ils proposaient. Donc j'avais très envie de le lire. Voilà, tout ça pour en arriver à ce point-là, c'est que j'avais très envie de le lire. Et je ne suis pas déçue. Donc j'ai passé la moitié puisqu'il fait 430 pages et je suis page 236, donc j'ai passé la moitié et c'est une très très chouette lecture. Donc ici on va suivre un royaume dans lequel toutes les reines qui enfantent meurent à l'accouchement et donc on va suivre la naissance de Morwenna au moment où le soleil change de couleur, puisque tous les 10 ans le soleil change de couleur, donc il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et donc au moment où ce soleil change de couleur, Morwenna, n'importe quoi, Rowena va naître. Et sa mère va mourir, évidemment, puisque c'est ainsi que doivent se dérouler les naissances des princes et princesses. Donc on suit Rowena dans son enfance, dans son adolescence et un peu l'âge adulte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à sa naissance, son père est absolument ravi d'avoir une fille, puisque, en gros, il va pouvoir choisir son héritier, puisque elle ne peut pas régner, elle est une femme, donc il va pouvoir organiser à ses 18 ans un super méga gros tournoi et choisir son héritier en quelque sorte, et c'est quelque chose qui l'excite beaucoup. Donc il est très content que ce soit une fille, et il va faire venir les fées pour lui accorder des vœux. Donc il y a 7 fées qui viennent, qui lui accordent des vœux. Elle passe les unes après les autres et elle lui donne des qualités. Donc la première, la fée verte, dit « Je déclare qu'elle grandira en charme et en beauté, nulle femme ne pourra jamais l'égaler. » L'autre dit « Elle chantera à ravir, dit la fée bleue, et les oiseaux eux-mêmes jalouseront sa voix. Elle jouera avec grâce de tous les instruments de musique, le luth sera son compagnon de chaque instant. » Donc etc. etc. Elle sera suprêmement habile de ses mains, elle épousera un fier et puissant chevalier, elle portera un fort et bel enfant, enfin voilà, les trucs classiques. Et la dernière arrive, et la dernière dit « C'est une femme, dit-elle, et il serait incorrect qu'un esprit trop aiguisé l'amène à discuter les décisions des hommes. Je déclare donc qu'elle sera stupide et dédaignera les affaires de la politique ou des sciences pour se consacrer aux arts innocents, puis à ses fonctions d'épouse. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce livre, il y a un enchanteur qui ne l'entend pas de cette oreille et qui va manipuler, enfin avec sa magie, la fée. Et en fait, la fée croit avoir dit ça, tout le monde croit qu'elle a dit ça, tout le monde a entendu ça, mais elle a dit tout autre chose. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'est « C'est une femme, dit la fée jaune, mais elle sera l'être humain le plus intelligent ayant jamais foulé le sol de Fuinor. Et si les hommes ne lui obéissent pas, elle les détruira. » Et donc en fait, c'est ça le postulat de départ, ça c'est le tout début. C'est-à-dire que Rowena, contrairement à ce qu'exige sa condition de femme, va être une jeune femme intelligente et dotée de toutes les autres qualités qui lui ont été données, qui ne sont pas forcément des qualités, parce que épouser un chevalier, c'est pas forcément une qualité en soi. Et donc on est sur un ouvrage qui est extrêmement intelligent et très très plaisant. Michel Pagel ici prend le parti d'utiliser les contes et légendes occidentaux que nous connaissons et de les réécrire et d'en faire autre chose. Donc c'est vraiment hyper drôle, c'est sarcastique, c'est intelligent en fait et j'ai adoré. Donc on a typiquement par exemple la légende arthurienne, on retrouve l'histoire de l'enchanteur, on retrouve l'histoire du lac qui est un endroit assez important du royaume, on retrouve aussi un espèce de personnage de Lancelot qui est auprès du roi de Fuinor et qui est le chevalier servant de la reine, alors sans qu'il y ait de relation amoureuse entre eux, mais il sert la reine et quand la reine meurt en couche, il est un peu désœuvré, il sait pas trop quoi faire, donc il va servir la princesse. Enfin voilà, il y a cette figure quand même très marquée Lancelot, parce qu'en plus c'est un homme qui refuse de se marier, qui refuse d'avoir des rapports avec les femmes autre que de cette façon-là, en tout cas pas de rapport amoureux. Donc vraiment il y a des figures qu'on reconnaît très nettement, très clairement, et c'est quelque chose qui est hyper appréciable. On reconnaît aussi tout ce qui va être conte, avec la tour interdite, où à chaque étage il y a une
épreuve, avec l'histoire des fées qui amènent des vœux par exemple. Voilà, on retrouve tout ça. On retrouve aussi pas mal de réécritures de Disney et il y a des scènes très précises de Disney, très sincèrement. Typiquement la scène d'Hercule avec le centaure qui est reprise ici et qui est tournée d'une façon assez intéressante. On retrouve aussi pas mal une espèce de réécriture de Blanche-Neige. Enfin, je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment hyper riche en termes de culture et c'est hyper intelligemment repris. C'est vraiment, c'est assez jouissif en fait parce que on sent la moquerie sous-jacente dans ces choses que l'on considère être des espèces de vérité absolue, quelque part c'est des contes, c'est figé, enfin voilà, il y a quelque chose de très figé dans les contes et les légendes, et l'auteur reprend tout ça et s'en moque un peu, et tourne au ridicule les personnages importants du royaume, tourne au ridicule les croyances, enfin voilà, toutes ces choses, et c'est hyper plaisant en fait à lire, c'est vraiment très très plaisant. Donc en fait, il fait une espèce de parodie, donc typiquement l'histoire du vœu raté, qui est vraiment une très bonne parodie de cette histoire de vœu. La parodie aussi de l'enfant qui n'a pas de mère et qui n'est pas sans vous rappeler quelqu'un, mais je n'en dirai pas plus, mais si vous voyez de quel conte je parle, la mère qui meurt en couche, mais en fait on se rend compte au tout début de l'ouvrage que c'est une mort qui est, si elle n'est pas naturelle, elle est un petit peu forcée par le médecin de la cour. On a aussi le côté exacerbé de la bêtise des femmes du royaume, en tout cas des femmes nobles du royaume. C'est fait d'une façon, si vous voulez, qui n'est pas sexiste en soi, qui est plutôt vraiment une parodie, parce que autant les femmes sont parodiées dans la bêtise, autant les hommes sont parodiés aussi dans la bêtise, mais une sorte de bêtise beaucoup plus brutale, beaucoup plus violente, beaucoup plus virile, mais virile, absurde en fait. Et c'est hyper hyper bien fait, c'est vraiment, c'est très plaisant à lire. On a aussi ici, encore une fois, quelque chose qui est un petit peu retourné, qui est très intéressant, c'est que ici, en fait, les méchantes sont plutôt les fées seraient plutôt celles qui maintiennent l'ordre du royaume, avec ce qu'il a d'injuste, alors que les sorcières, qui sont vues comme des êtres maléfiques évidemment par tous les habitants du royaume, sont plutôt une des espèces de rebelles et de libératrices, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'aspects de dénonciation dans ce livre, on parle beaucoup d'injustice, mais tourné sous un ton très pince sans rire, ça veut dire que c'est montré comme quelque chose de normal dans le récit, mais la manière dont l'auteur l'écrit, on voit bien que c'est une critique de la chose. Pour exemple, et pour être plus précise, à un moment donné, on va parler du fait qu'on doit construire quelque chose et qu'il est de tradition et de coutume à cette fin de lever un impôt sur les pauvres et d'oublier, une fois que la chose est construite, d'enlever cet impôt. Et voilà, il y a ce genre de choses qui sont pas mal reprises. On parle aussi pas mal de pauvreté, des serfs qui sont très maltraités, des femmes qui sont maltraitées par les chevaliers. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va parler de la contrée de l'amour, donc voilà, quand les amoureux se rejoignent et ont des ébats et que c'est sous le signe du consentement et du respect, et il y a une espèce de, enfin sauf si c'est une pauvre quoi, si c'est une pauvre, bon bah voilà quoi. Et c'est pareil pour les lois, et c'est pareil pour tout un tas de choses comme ça qui sont vraies, c'est vraiment bien fait parce que on sent la critique qu'il y a derrière, mais c'est un ton pince sans rire en fait, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve ça très plaisant à lire, très agréable. Du coup on retrouve cette princesse qui elle est beaucoup trop intelligente par rapport à ce qu'elle devrait être, personne ne s'en aperçoit franchement, parce qu'elle est assez solitaire, elle reste toute son enfance en fait très seule, parce qu'elle se sent pas en adéquation avec les autres femmes, jeunes filles, enfants de son âge, évidemment elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, parce que les autres jeunes filles sont le fruit de leur société, ce qui n'est pas le cas de Rowena. Et donc Rowena va s'instruire d'une manière que je vous laisserai découvrir et va apprendre des choses. Et il y a un passage aussi sur la découverte du corps, de la sexualité qui est hyper intéressant. Enfin, je trouve en fait, si vous voulez tout savoir, que on est sur un écrit d'homme. J'y vais toujours avec précaution parce que souvent on se retrouve dans des trucs où on se dit ah ouais il a voulu bien faire mais c'est pas génial, et là c'est bien fait, là c'est vraiment bien fait, en tout cas là où j'en suis c'est bien fait, il n'y a pas de truc heurtant, il n'y a pas de truc sexiste, et tout ce qui est sexiste est dénoncé en fait, et donc c'est très très chouette. On a une première partie où on va être concentré sur Rowena, plutôt son enfance et son apprentissage etc. On a une deuxième partie qui est un peu décalée où on introduit de nouveaux personnages, on sait pas trop ce que c'est, alors c'est une espèce de métaphore de la société
traité avec mais simplifié au possible dans un schéma de trio. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas trop vous spoiler. C'est hyper intéressant parce qu'encore une fois ça c'est l'occasion de dénoncer des choses, de mettre en avant des choses. C'est un peu déstabilisant aussi parce qu'on sait pas très bien où se situent ces personnages et ce qu'ils font là, mais on voit assez rapidement le lien avec l'histoire principale sans réussir à voir où ça va aller. Après c'est pas déplaisant pour autant, ça veut dire que je sais pas où je vais, mais j'y vais avec entrain et je suis contente d'y aller. Là, à l'heure actuelle, j'ai attaqué la troisième partie qui se dessine beaucoup plus comme une espèce de réécriture de Blanche-Neige, à voir ce que ça va donner, mais ça me plaît vraiment pas mal, vraiment, c'est très chouette. Franchement, c'est une très bonne surprise. Alors, je pensais apprécier, hein, sinon je l'aurais pas acheté, mais ça reste une très bonne surprise. C'est meilleur que ce à quoi je m'attendais et j'en suis absolument ravie. J'aime beaucoup la plume. On est sur une plume qui est assez travaillée, assez belle, pas trop complexe non plus, pas avec des mots très compliqués, etc. Mais quand même travaillée et en même temps, ça, c'est ça qui est très bon parce que finalement, cette plume très travaillée qui va bien avec l'ambiance un peu médiévale, un peu etc. Est en total décalage entre la manière dont elle dit les choses et le propos qui est tenu et c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça hyper intelligent comme façon de faire. Donc vraiment je suis très contente, j'ai très envie de continuer, c'est ce que je vais faire après, je vais essayer de le terminer rapidement. Donc voilà, je vais continuer ça, je vous en reparlerai, j'espère que je le terminerai, j'aimerais bien le terminer, franchement aujourd'hui ça serait bien, il me reste 150 pages, un peu plus de 150 presque 200 pages, hein, plus ou moins 200 pages. Donc j'aimerais bien, mais oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont très confortables, mais on est quand même sur des pages qui sont assez denses, donc on n'est pas sur un rythme de lecture habituel pour moi, c'est-à-dire que je lis plus lentement du fait que les pages sont plus remplies. Mais bref, sinon, on a attaqué, pas du tout. On a avancé avec Pénélope, la maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. On en est à la page 156. C'est un pavé, mine de rien, je me rendais pas compte, mais c'est quand même un pavé. Pareil, hein, les pages sont relatives. Alors, la police n'est pas très grosse, enfin, la police n'est pas très petite, mais c'est quand même assez dense aussi. Mais qu'est-ce que c'est chouette! C'est vraiment le genre de bouquin que j'aime, avec une plume hyper... je sais pas vous dire, comment vous décrire la plume. Elle est très particulière, vraiment, mais elle réussit très bien. Je trouve que les personnages sont extrêmement réussis et la plume y est pour quelque chose. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on en dit, qui est très intéressant, mais il y a la manière dont on les présente et je trouve que l'autrice réussit à présenter les personnages par des bouts de leur personnalité un peu différents de ceux à quoi on a l'habitude et c'est hyper plaisant, c'est très envoûtant, c'est une plume qui est très envoûtante, qui est vraiment, vous savez pas trop où elle va vous mener, il y a des passages où on est vraiment dans des choses qui sont très belles, presque poétiques, des passages où on est beaucoup plus dans de l'action, on a déjà l'antagoniste qui a été introduit ici, on est sur ce duo, donc frère-sœur, Bellatine et son frère Isaac, qui sont très spéciaux tous les deux, hein, on le sent tout de suite, puisqu'ils ont des espèces de capacités un peu magiques, on pourrait dire, mais on n'en sait pas grand-chose, mais on le perçoit. Et donc en fait ce qui se passe c'est que Bellatine et Isaac vont hériter de leur arrière-grand-mère la maison aux pattes de poulet, qui est une maison qui peut se déplacer, qui est en fait un peu un animal, hein. C'est comme ça qu'est traitée la maison par les protagonistes, hein. C'est comme une espèce d'animal dans lequel ils pourraient vivre et donc on est sur une réécriture de Baba Yaga, ou en tout cas une suite de Baba Yaga peut-être. Donc on a un antagoniste qui est introduit assez rapidement dans le récit, qui est très effrayant, qui fonctionne très bien. Je n'ai encore une fois aucune idée de où ça va. Je ne sais pas ce que veut l'antagoniste. Je ne sais pas ce que vont faire Bellatine et Isaac avec cette maison. Je ne sais pas dans quel sens ils vont évoluer puisqu'ils ne se sont pas vus pendant 6 ans et que les relations étaient un petit peu tendues. Mais encore une fois, j'ai envie d'y aller et j'y vais gaiement et c'est très plaisant à lire, c'est très plaisant. Donc on alterne sur des chapitres plutôt du point de vue d'Isaac, plutôt du point de vue de Bellatine et on a des chapitres du point de vue de la maison qui va plutôt raconter des choses du passé, de comment elle est arrivée là et de l'histoire un peu de Baba Yaga et c'est vraiment très envoûtant, très particulier. Et à la fois, je suis très étonnée parce qu'en général, ce genre de réécriture dans des contextes un peu contemporains, ça me plaît pas trop. Enfin, c'est pas ce que je préfère en tout cas. Et là, ça fonctionne très bien parce que même si on est dans un contexte très contemporain, il y a cette plume un peu magique, il y a cette ambiance un peu particulière avec les protagonistes qui font que on se sent quand même extrait de ce monde contemporain. C'est un peu hors du temps en fait. Enfin, je sais pas vous dire, c'est très chouette. C'est très plaisant, j'ai très envie de continuer, donc je pense qu'on va se faire une session
tout à l'heure avec Pénélope en fin d'après-midi, milieu d'après-midi plutôt, et on verra comment on avance. J'aurais aimé le terminer avant sa sortie, mais c'est un peu compromis puisqu'il sort mercredi. Ça va être très compliqué, mais on va essayer de le terminer au moins pour terminer le vlog. Ça serait chouette parce que j'aimerais bien vous en donner un avis final. Et voilà, donc je suis très contente d'avancer ça me plaît beaucoup. C'est très particulier, je m'attendais pas du tout à ça et j'en suis ravie. J'aime bien quand je m'attends pas à quelque chose et que ce qu'on me propose est mieux que mes attentes. Et enfin, la dernière lecture que j'ai avancée et que j'ai très bien avancée hier, c'est Mer brumeuse, le tome 3 de Véridienne, donc de Chloé Chevalier, que j'ai bien avancé hier parce que, je sais pas, j'étais prise dedans et j'arrivais plus à m'arrêter. Donc j'ai continué, je me suis laissée totalement porter et guidée par l'envie de dévorer ce bouquin. Et j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1 et qui était un peu absent du tome 2, j'ai trouvé. C'est-à-dire cette ambivalence des personnages. C'est quelque chose qui existait dans le tome 1, qui avait été un peu effacé dans le tome 2 parce qu'on était sur des points de vue assez convenus et qui étaient assez répétitifs. Et là, en fait, on a réépousé finalement une plus grande multitude de points de vue, ce qui fait que dans le tome 2 et dans ce début de tome 3, on vous présente des choses et on a des regards qui vont totalement nuancer la manière dont on appréhendait ces choses qu'on nous avait présentées d'un autre point de vue. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et que j'avais adoré dans le 1 avec Chloé Chevalier, c'est sa capacité à vous retourner le cerveau. Je vais vous donner un exemple très très simple et pas spoilant. Il y a un moment donné, une mère et ses deux jumeaux qui arrivent à la cour de Véridienne, qui sont, voilà, ils sont pas très très fut-fut. En tout cas, la mère est pas très très fut-fut. Elle est un peu, c'est une noble, elle est un petit peu futile comme ça, ou c'est en tout cas un air qu'elle se donne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va être vite... Elle va agacer en fait Malvan, qui est donc la princesse de Véridienne, qui va s'arranger pour l'envoyer dans un de ses trucs d'armée, puisque je vous ai dit, elle a des armées de femmes, donc elle envoie la mère et ses deux fils dans un truc, voilà, dans une espèce de garnison assez loin d'elle, et nous en tant que lecteurs, on voit ça, et la manière dont était présentée cette mère et ses deux jumeaux, on se dit, bon débarras, et on s'en fout un peu, en fait, je veux dire, on n'est pas... touché par le sort de ces gens, on se dit bah voilà, et puis je crois même que la suivante dit un truc du style ça leur fera du bien, ça les endurcira un peu, quelque chose comme ça. Puis voilà, nous on est, enfin moi en tout cas, mais je dis nous, je ne sais pas, moi en tout cas je n'ai pas été spécialement choquée par ça, au vu de tout ce qui peut se passer de violent dans cet univers, et je l'ai évacué de mon cerveau, enfin pour moi ça n'avait aucune autre importance que ce passage anecdotique. Et là, X page plus loin, on se retrouve du point de vue d'un autre personnage, d'un personnage qui est proche de Malvan, de sa suivante, mais qui n'a pas forcément le même avis qu'elle, qui va retrouver un des jumeaux lors d'une étape dans un endroit, dans un village, et qui va entendre l'histoire de ce jumeau, et en fait, par ce biais, nous, on va avoir un point de vue tellement différent de cette famille qui s'est fait exiler comme ça, et d'un coup, un truc qui était hyper anecdotique, qui était, on s'en fichait un peu, devient quelque chose qui est touchant et qui est prenant, et on a envie d'aider ce personnage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Chloé Chevalier réussit super bien. Ces personnages sont tous gris, ils sont tous détestables à certains moments, ils sont tous admirables à d'autres, enfin tous, peut-être pas tous, mais beaucoup deviennent admirables à d'autres. On arrive à être d'accord avec tous, alors que beaucoup n'ont pas du tout les mêmes ambitions et parfois même des ambitions très contraires, et si on suit tel point de vue, on va comprendre et être plutôt en accord avec ce point de vue, et quand on va changer de point de vue et qu'on va aller chez l'ennemi en face, ça va être pareil. Et je trouve qu'elle réussit très bien justement à créer de vrais personnages nuancés, un vrai univers où rien n'est bon ou mauvais, tout est gris et tout dépend du point de vue qu'on adopte. Et elle réussit ça vraiment avec excellence. Et pour moi, c'est en ça que Véridienne est très 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 bon. C'est qu'on est dans de la fantaisie assez sombre quand même, hein. C'est quand même assez glauque. Il y a cette histoire d'épidémie, de guerre. Il y a des moments qui sont assez violents, assez durs. Il y a aussi des trucs un peu trigger. Notamment, je vous l'avais dit dans le 1, le roi qui est assez âgé, qui a une relation avec une adolescente. Enfin, il y a des trucs trigger. Très 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 clairement. D'ailleurs, je vous préviens, dans le 2, il y a un trigger d'inceste. Bref, mais c'est hyper bien fait. Et c'est prenant, et une fois qu'on est dedans, c'est difficile de s'en sortir. Et finalement, vous voyez, dans ce tome 2, il m'avait manqué ça. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus linéaire sur les points de vue. Et en même temps, je conçois et je pense que ce tome 2 a été un tome qui permettait d'installer des choses
pour la suite et c'était nécessaire d'en passer par là. Mais du coup, là, je retrouve vraiment ce que j'avais adoré dans le tome 1 et c'est encore mieux que dans le tome 1 puisqu'on a plus de personnages avec plus d'écart d'âge et du coup, on a plus de points de vue à adopter et c'est incroyable, j'adore. Et en même temps, l'histoire est somme toute très basique, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup d'histoires de cours, de politique, de rapports entre les individus. Il n'y a rien d'exceptionnel en soi dans l'histoire, mais c'est juste la manière dont c'est présenté qui est géniale et que j'adore. Et j'adore voir les personnages de différents points de vue. C'est vraiment, c'est assez incroyable, c'est très intelligent, très bien écrit. J'ai hâte de continuer, je pense qu'il ne va pas faire long feu encore une fois parce que je suis à fond dedans. Et voilà. Donc j'ai beaucoup trop parlé pour cette introduction, encore une fois, je m'étale. Donc je vais vous laisser, je vais aller continuer ma lecture de Michel Pagel, je vais continuer tout à l'heure la lecture commune avec Pénélope, et puis ce soir je continuerai Véridienne, et on verra demain si j'ai le temps de vous faire un plan ou pas, puisque demain je vais être occupée tout l'après-midi, sinon on se retrouve mercredi. Coucou, on se retrouve en ce mercredi 31 janvier et je reviens faire un point lecture en sachant que je n'ai pas tant lu que ça puisque je suis dans mon crochet donc je ne peux pas tout faire. Ceci étant dit, du coup j'ai bien avancé l'écoute de Gagner la guerre, mais on en reparlera. On a avancé avec Pénélope la maison aux pattes de poulet qui sort aujourd'hui en librairie et qui est très chouette. J'en suis là. Donc il nous reste à peu près 200 pages. C'est... D'ailleurs, je suis un peu en retard, je pense que Pénélope a un petit peu plus avancé que moi. Mais bref, c'est vraiment trop bien. En gros, je vous en ai déjà parlé rapidement, je pense qu'on est sur une écriture, je sais plus ce que j'en avais dit ou pas, mais on est vraiment sur une écriture qui parvient à réellement donner du corps aux personnages et à leur donner une personnalité et une aura. Ils sont vraiment très particuliers. On est un petit peu dans ce genre d'écriture qu'on aime bien avec Pénélope, un peu perché, un peu spécial, avec du réalisme magique, avec du fantastique aussi un peu. Enfin, c'est à la fois assez sombre, assez gris, très nuancé, et en même temps c'est très envoûtant, très charmeur, et il y a malgré tout, et malgré le côté assez sombre, quelque chose d'assez... je sais pas comment vous dire, d'assez plaisant. C'est pas vraiment poisseux et désagréable. C'est sombre, un peu effrayant, mais plaisant en même temps. C'est vraiment une super lecture. On suit les personnages d'Isaac et Bellatine. On suit parfois le point de vue de la maison qui parle de son passé et de quand elle était en Ukraine. On suit un autre personnage dont je ne peux pas vous parler, qui est aussi très intéressant et très mystérieux. Je trouve que l'autrice arrive très bien à gérer la part de mystère, la part de non-dit, de sous-entendu, et en même temps justement la part de ce qu'elle donne à lire et de ce qu'on peut comprendre directement sans avoir à interpréter. Vraiment, c'est très bon. Sincèrement, c'est très bon. J'en suis étonnée, oui et non. Enfin, j'avais de bons espoirs concernant cette lecture, mais c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais peut-être à quelque chose de, je ne sais pas, peut-être de moins mystérieux dans l'écriture, de moins envoûtant. Et je suis à fond dedans, ça se lit tout seul, et pourtant il n'est pas si petit, hein, ça fait quand même 500 pages, et ça se lit tout seul, ça se lit très bien. Donc je pense que là, a priori, on va avancer, on va essayer de le terminer aujourd'hui avec Pénélope. J'aimerais bien voilà, le terminer le jour de sa sortie, ça me semble pas trop mal, d'autant que j'aimerais dire autre chose, mais en tout cas, vraiment, ça me plaît, et je pense que ça peut plaire à toutes les personnes qui aiment ce genre de récit dont je viens de parler, avec ce côté un peu sombre, un petit peu dans le genre, alors toute proportion gardée, on s'entend, mais il y a un petit peu de ce truc que je retrouvais moi personnellement, typiquement dans Piranèse, voilà, avec ce côté sombre et en même temps ce côté très envoûtant, ou dans La mer sans étoiles, ou dans Envol aussi de Kathleen Jennings, il y a un petit peu de ça aussi. Et ben c'est un petit peu dans ce genre de goût, si vous aimez ce genre de livre comme moi, un peu perché en fait. Et ben je pense que ça peut vous plaire parce qu'il y a un petit peu de ça, même si ça a un côté plus terre à terre que Piranèse ou que La mer sans étoiles, c'est beaucoup moins fantastique. On n'est pas on va pas dans d'autres mondes réellement, etc. Mais pour moi, c'est un peu du même acabit et je pense que Pénélope serait d'accord pour dire pareil. Et il y a toute une dimension autour de la mort et bref, de la vie, de la mort et tout ça que moi j'aime beaucoup. En même temps, ce qui est chouette, c'est que ça réécrit aussi un petit peu le mythe de Baba Yaga, puisque la maison, quand elle parle, elle parle de ça. Donc vraiment très chouette lecture, vraiment j'aime beaucoup. Donc on va terminer ça, j'espère aujourd'hui, je vous en reparlerai plus tard. J'ai avancé, enfin je sais plus par rapport à la dernière fois que je vous ai pris où j'en étais, mais il me reste une centaine de pages de ce livre, 130 pages
des Flammes de la Nuit que je n'ai absolument pas avancé hier ni aujourd'hui, puisque, comme je vous disais, j'ai fait autre chose, mais c'est vraiment trop bien. Donc je vous en ai déjà, je pense, pas mal parlé. Je ne sais plus où je m'en étais arrêtée la dernière fois, mais je pense pas avoir tant avancé que ça par rapport au dernier point lecture que je vous ai fait. Mais j'aime beaucoup et j'ai très envie d'y retourner, mais il faut bien choisir, on peut pas tout faire. Donc là, j'essaie déjà de suivre mes lectures communes, mais j'aimerais bien terminer ça aujourd'hui, donc je vais essayer de mettre un petit coup de collier, en sachant, comme je vous disais, que les pages sont assez denses, donc en fait, il se lit plus lentement qu'un autre livre, enfin que mon rythme habituel, je suis plus lente à le lire, donc il reste que 130 pages, mais ça va me prendre un certain temps malgré tout, puisque c'est quand même assez dense. Ceci étant dit, on arrive à un moment un petit peu charnière dans la vie de Rowena, et j'ai très envie de savoir où ça va aller, comment elle va se débrouiller, comment elle va trouver des alliés, comment, enfin voilà, puisque son objectif à elle, c'est de régner à la place de son père, en fait, c'est d'être reine à part entière, sans passer par le biais d'un mariage. Et donc je me demande bien où ça va aller, d'autant qu'on sait que les fées ont fait le vœu qu'elle épouse un chevalier, donc a priori, vu que c'est un vœu des fées, ça va forcément se réaliser, j'imagine. Donc je me demande bien où on va aller, mais vraiment, j'aime beaucoup. Je vous en reparle, j'essaie de le terminer aujourd'hui parce que je voudrais bien voilà, savoir, en fait. Sinon, dans les lectures que j'ai prévues sur cette fin de semaine, je dois attaquer ce soir, je crois, Biotaniste d'Anne-Sophie de Vries, ici en petit format chez Helios. Je crois que Emmeline l'a en grand format de chez Actu SF. Et donc, je vais vous relire un petit peu le résumé parce que je ne m'en rappelle plus. Quelque part dans le futur, la terre est sèche, des grappes d'humains survivent dans les dernières oasis. Terminez les ruisseaux, terminez les animaux, terminez la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Donc, est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus? Je ne sais pas. Ah, la suite est quand même intéressante. Rime, jeune sorcière élevée au Covent, voit son premier saut dans le passé approcher avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas en zone utile et devait renoncer pour toujours à voyager dans le temps? Et puis, qui est Alex, cette nouvelle venue qui la déroute tant, la pousse à reconsidérer ses certitudes? Et si les hommes en vérité pouvaient survivre au fléau? Voilà, donc Anne-Sophie de Vries est une autrice française qui vit en Belgique. La couverture est de Camille Aulagnier et j'ai très très envie de le lire. Donc on va attaquer ça avec Emmeline, sauf que très sincèrement c'est un petit pavé, mine de rien, elle fait plus de 630 pages. Après voilà, ça reste un format poche classique, c'est pas spécialement minuscule, mais bon, c'est un beau bébé. Donc c'est à voir si ça nous entraîne bien et qu'on arrive à enchaîner ou pas. Mais j'ai très envie de le lire depuis que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Je pense que j'ai dû l'acheter... Ah, quoique, je sais plus. C'est peut-être 6 mois qu'il est là. Bon, bref. Et j'aimerais aussi lire en parallèle, en lecture toute seule, du coup, Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda, qui sort demain en librairie, puisque j'aimerais vous donner mon avis. Proche de sa sortie, c'est quand même plus intéressant. Lui, il fait quand même aussi 390 pages, donc voilà, ça reste aussi un... Puis c'est pas écrit si gros que ça, donc ça reste aussi un demi-pavé, on va dire, mais j'ai très très hâte, très envie de le lire, donc je pense que l'objectif de cette fin de semaine, ça va être de terminer ça pour enchaîner sur ça, moi, toute seule, et de commencer tranquillement ceci avec Emmeline en lecture commune, et on va essayer de terminer ça aussi. Oui, c'est ambitieux, mais écoutez, il faut avoir, comme on dit, le courage de ses ambitions. Bref, vous avez compris. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce point lecture. Je ne sais pas si je pourrai vous reprendre demain. On verra bien. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Sinon, de toute façon, je vous reprendrai vendredi. On fera un point lecture pour voir où on en est dans tout ça. Donc, je vous fais des bisous. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve. Nous sommes vendredi 2 février et je reviens parce que j'ai fini un livre dont je ne vous ai pas parlé puisque je ne vous ai pas pris hier. J'en ai attaqué un autre et voilà. Et j'en ai avancé un autre d'ailleurs. Donc j'ai trois livres dont je vais vous parler. J'ai terminé Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel, qui était une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors, je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus ce que je vous en ai dit. Ce que je peux vous dire sur cette deuxième moitié, voire fin de livre, c'est que la seule chose que je peux un peu reprocher, et encore c'est quand même un petit reproche parce que ça m'a pas tant dérangé que ça, c'est que le ton très sarcastique du début s'estompe un peu et je trouve qu'il y a un peu cette impression au fur et à mesure que le récit devient plus sérieux. Mais en même temps, ça reste une critique, ça reste évidemment
très... j'ai perdu le mot pour dire une critique. Ça reste malgré tout parodique et voilà, ça dénonce des choses, mais c'est vrai que c'est un peu plus sérieux et j'ai un peu regretté ces choses qui au début me faisaient sourire et voilà, ça c'était un peu moins le cas dans la deuxième partie, je dirais deuxième et troisième partie, c'était un petit peu moins le cas. Mais c'est une très bonne critique, j'ai trouvé ça très intelligent, j'ai trouvé que c'était assez engagé. En fait, si vous voulez, l'histoire de Rowena, donc c'est en 3 ou 4 parties je crois. Je ne sais plus. Bref, c'est en plusieurs parties. Et donc on suit Rowena à différents moments de sa vie. Et on ne suit pas que Rowena, d'autres personnages ensuite s'ajoutent à ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est suivre, principalement ce que j'ai préféré, c'est suivre le cheminement de Rowena. Comment elle parle de jeunes femmes rebelles qui trouvent que la société est stupide, qui trouvent que les attentes envers les femmes sont stupides, qui trouvent anormal que les femmes n'aient pas le droit au pouvoir, etc. Et comment elle va évoluer et où elle va arriver. J'ai trouvé que c'était très très intelligent et ça dénonçait et ça parlait de beaucoup de choses. On va suivre un personnage qui n'est pas très bien considéré dans sa société et qui va prendre de l'importance et c'était très intéressant aussi pour ce que ça mettait en avant. Et on va suivre encore une fois plusieurs réécritures de contes et d'histoires et de légendes, typiquement Robin des Bois, qui étaient très chouettes et très intéressantes. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai propos de fond, il y avait vraiment cette... En fait, c'était un peu la mort des dieux polythéistes, remplacés par autre chose, une autre proposition de fonctionnement social. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de dénoncer des lois stupides que tout le monde suit sans se poser de questions et sans réfléchir. Et c'est la loi et c'est comme ça. Et c'était aussi une remise en question de ça, c'est-à-dire de ces espèces d'acquis, de choses qu'on prend pour acquis. Mais en fait, des lois, ça se change. C'est le principe même d'une loi, c'est que c'est créé à un moment donné et que c'est voué à évoluer. En tout cas, c'est censé l'être. Et c'est ça aussi dont ça parle. Donc ça parle à la fois des individus, des cheminements, des chemins de vie des individus, de comment on peut démarrer de quelque part et par quelles étapes on peut passer et comment on peut évoluer et faire changer sa vie en bien ou pas. Et ça parle à la fois de fonctionnement de manière générale beaucoup plus large, donc de fonctionnement politique notamment. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. C'est vraiment pour moi une plume qui manie très bien les mots parce qu'elle a le registre en adéquation avec l'univers, avec voilà le côté médiéval, etc. Et en même temps, elle joue très bien sur les codes du sarcasme, de l'ironie, de la parodie, de la critique, de la dénonciation. Et vraiment, c'était vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment... il y a des choses qui m'intéressaient plus que d'autres, évidemment, des personnages qui m'intéressaient plus que d'autres aussi. Je pense que les deux personnages que j'ai préféré suivre, et vous me direz c'est quelque part les personnages principaux, c'était Rowena et le fou, que j'ai trouvé géniaux et passionnants et qui proposaient des vraies choses et des vraies réflexions. Et en même temps, j'ai trouvé que l'univers dans sa globalité était intéressant parce que c'est tellement basé sur des choses qu'on connaît, sur des contes, des légendes, et à la fois sur des tropes hyper connues de la fantasy, que on sait où on met les pieds quelque part et en même temps vu que l'auteur parodie ça et en fait autre chose et distord un petit peu ces choses-là pour faire passer des idées, en même temps on sait un peu où on va mais on est toujours un peu dans mais au final qu'est-ce que ça va donner quoi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé que la fin était une vraie proposition et qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant parce que finalement il y a une c'est pas une fin où comment vous dire sans vous spoiler en fait. C'est pas une fin où on veut épargner les personnages, c'est pas une fin. En fait, les personnages ne sont qu'un prétexte, ne sont qu'une histoire parmi tant d'autres et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bref, c'était vraiment une très bonne lecture. En même temps, je m'y attendais, je l'avais acheté puisque j'avais lu le prologue et le premier chapitre en librairie et ça m'avait carrément donné envie. J'ai bien fait de l'acheter, il est magnifique avec le dos en toile là et bon bah voilà c'est les moutons électriques, c'est leur magnifique collection qui est hyper agréable, vraiment elle est hyper agréable, j'adore cette collection, je vous l'ai dit plein de fois mais vraiment j'adore cette collection, je la trouve très agréable à lire, les pages sont assez denses, c'est-à-dire elles sont assez remplies mais c'est pas inconfortable à la lecture pour autant. Ceci étant dit, je n'ai pas non plus de problème de vue, etc. Donc je ne sais pas si voilà, on a des problèmes de vue, est-ce que ça serait trop petit ou pas. Pour moi, c'est la juste mesure pour rentabiliser l'espace tout en étant encore dans le confort de lecture. Donc vraiment, je suis ravie. Je me procurerai d'autres livres dans ces éditions parce que j'adore. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai vu un, je crois, en librairie, qui me fait très envie. Je crois que c'est L'épouse de bois ou quelque chose comme ça, qui est magnifique et que j'ai très envie de découvrir. Donc je pense que je me le procurerai quand je pourrai, mais vraiment très 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 chouette. J'ai adoré, je vous le recommande. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez les choses parodiques, si vous aimez les récits engagés avec de la réflexion derrière, beaucoup de métaphores, où vous avez aussi
vous engagez votre capacité de réflexion et d'interprétation. Je pense que ça peut vous plaire parce que c'est très intelligent. C'était vraiment une très chouette lecture. Et je pense que... Mais je me souviens que quand j'en avais parlé, quand je l'avais acheté, beaucoup d'entre vous m'avaient dit qu'elles l'avaient lu il y a quelques temps et qu'elles avaient beaucoup aimé, puisque c'est pas tout récent, hein, c'est une réédition. Donc moi je connaissais pas du tout, mais quand même c'est pas inconnu non plus au bataillon. Et je vous invite à découvrir parce que c'était une très chouette lecture et j'en suis ravie. J'espère que mon avis aura été assez complet sur l'ensemble des jours parce que je me rappelle plus ce que je vous ai dit, etc. Et en même temps je veux pas trop vous en dire puisque moi j'y suis allée en sachant que très très peu finalement. Le résumé n'est pas spoilant, il en dit très peu, donc... Et c'était une bonne façon de découvrir parce que du coup je savais pas où j'allais aller et c'était très chouette. Avec Pénélope j'ai avancé La maison aux pâtes de poulet de Jenna Rose Nethercott qui est donc un service de presse que j'ai reçu de la part de chez Albin Michel Imaginaire avec la magnifique couverture réalisée par Anouk Faure et une traduction de, je vais vous dire ça, Anne-Sylvie Omacel. Je vous en ai aussi pas mal parlé, je ne vais pas trop plus vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais c'est un récit, donc il me reste une centaine de pages. Je voudrais bien le finir pour clôturer le vlog demain, mais on va voir ce qu'on peut faire avec Pénélope. En tout cas, c'est un récit que j'aime énormément. Les personnages principaux ne sont pas des personnages attachants à proprement parler, bien qu'ils aient des faiblesses et des points forts, évidemment, et que ça les rend humains, mais ils sont pas forcément attachants à proprement parler. Le personnage d'Isaac a même des côtés assez antipathiques, mais ils sont justement très humains, et du coup, je sais pas vous dire, c'est pas vraiment de l'attachement, mais il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va leur arriver, on a envie de savoir où ils vont aller, de connaître finalement un peu leurs secrets, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, il y a beaucoup de secrets dans cette famille, et et des secrets tuent, enfin voilà, et que eux-mêmes ne savent pas très bien. On suit aussi Bellatine, donc la sœur cadette d'Isaac, qui a cette espèce de pouvoir d'embrasement dont elle a honte, et elle apprend un peu, enfin elle a dû apprendre à le maîtriser, à se maîtriser et à le faire taire, et finalement dans le contexte de ce qui va se passer dans ce livre, eh ben, elle va devoir apprendre plus à le maîtriser qu'à le faire taire, et c'est hyper intéressant parce que ça dit des choses de sa personne aussi, et surtout on a cette espèce d'histoire en arrière-fond avec un grand H qui va parler des pogroms en Russie, dans les pays de l'Est, je ne sais plus. Donc les pogroms, c'était les espèces c'est des massacres de juifs, et c'est un récit qui est aussi hyper engagé sur cette thématique, et c'est très intéressant, ça m'apprend des choses que j'ignorais totalement, et il y a vraiment quelque chose de très beau dans la plume, surtout quand on est dans ces passages un peu dans le passé, où on revient sur le mythe de Baba Yaga, sur l'histoire de Baba Yaga et des juifs russes, ukrainiens, enfin voilà, des pays slaves, et vraiment, c'est une très chouette lecture. J'aime énormément la plume, j'accroche. Je vous dis, ça a ce côté un peu perché que moi j'aime beaucoup, où c'est très beau, et en même temps, des fois, on n'est pas sûr de tout comprendre, mais c'est pas grave parce que vous êtes tellement emporté dans le flot des mots et des réflexions et de l'histoire aussi, que vous acceptez de pas forcément tout savoir, et en même temps vous sentez que les personnages ne savent pas tout eux-mêmes, et qu'il y a une part d'ombre à tout ça, et sans mauvais jeu de mots, il y a une part d'ombre à tout ça, et peut-être que ça va se révéler au fur et à mesure aussi, je ne sais pas trop. Mais bref, moi j'arrive là dans la partie un peu où ça s'accélère et ça commence à être la fin, il y a déjà des choses qui commencent un petit peu à être révélées, et c'est vraiment génial. J'aime beaucoup cette lecture, sincèrement j'aime beaucoup cette lecture, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique, je m'attendais à vraiment une réécriture de Baba Yaga un petit peu toute bête, et en fait c'est beaucoup plus engagé, c'est beaucoup plus riche que ce à quoi je m'attendais, et du coup je suis très agréablement surprise. J'aime beaucoup suivre Bellatine et Isaac dans ce qu'ils ont de bon et de moins bon, dans leur parcours de vie, dans leur relation aussi, qui a été coupée, qui était très forte, et où il y avait un lien très fort entre eux, qui a été coupé pendant des années parce qu'Isaac est parti, et là qu'ils renouent un peu par la force des choses. Et j'aime aussi les suivre dans leur petite lâcheté, dans leur déni, dans ce qu'il y a de moins beau chez l'être humain. Mais c'est très chouette, vraiment c'est une lecture qui m'emporte. Je pense que si on l'avait pas lu à deux et qu'on se suivait, etc., je l'aurais un peu dégommé à mon avis, parce que je suis à fond dedans en fait. Dès que je le reprends, je suis à fond dedans. Après c'est pas plus mal, hein. Du coup ça m'oblige un peu plus à le savourer, c'est agréable, ça m'oblige aussi à laisser les choses parfois décanter, et c'est bien aussi de lire comme ça. Donc bref, c'est vraiment une lecture qui me plaît. Et enfin, j'ai attaqué Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda. J'ai lu la première partie là ce matin. Je voudrais bien essayer de le lire en fait là, de le faire sur 24 heures, parce que j'aimerais bien que vous donniez mon avis
finale demain, et puis j'ai envie de le lire, donc voilà, tout simplement. C'est donc l'histoire d'Alba, qui est physiquement une jeune femme, mais en fait qui, dès le début on l'apprend, est un génie un peu à l'ancienne, avec l'histoire des 3 vœux, etc., qui se retrouve en Irlande, qui s'appelle plus l'Irlande, qui s'appelle Hibernia, voilà, j'ai retrouvé. Et donc on suit Alba, qui est donc un génie déchu, qui est sur Terre depuis 1000 ans, qui a vu en fait un peu l'apocalypse arriver, c'est-à-dire la montée des eaux, etc. On est dans cette espèce de post-apo, avec ce côté à la fois magique du coup, puisqu'on suit quand même un génie, qui est quasiment une déesse, hein, et en même temps ce côté post-apo qui est très intéressant. Alba vit sur ce qu'il reste de l'Irlande, elle s'occupe du peuple qui est présent pour X et Y raison. Donc j'essaie de vous dire qu'elle avait des espèces d'accords commerciaux avec est-ce qu'on peut dire royaume, enfin l'état d'à côté. Et donc au début, on apprend que l'Irlande en fait est assez fertile et que c'est un des derniers endroits sur Terre où il y a cette fertilité. Et donc on part sur à la fois cette espèce d'univers assez politique avec cette histoire d'accords commerciaux, ce post-apo, et en même temps on sait que c'est une romantasy, donc dès le début on voit qui va être, enfin en tout cas on suppose dès le début qu'un personnage qu'on va rencontrer très rapidement sera le love interest, qui est ma foi très agaçant. Donc en fait ce que je pense de ce livre, c'est que, enfin en tout cas à l'heure actuelle, à la première partie, j'aime énormément l'univers. Je trouve que c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup ce parti pris de mélanger ce côté post-apo et ce côté un peu magique. J'adore la plume de l'autrice que je trouve magnifique. Vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est hyper... Enfin, c'est beau en fait, esthétiquement, c'est très réussi, j'adore l'écriture. Mais alors finalement, mon seul point négatif, entre guillemets, c'est ce personnage masculin qui est extrêmement agaçant, très sûr de lui, très... Voilà, c'est vraiment le genre de personnage masculin qui m'agace. J'ai bon espoir, là où j'en suis, il y a eu la première partie, que ça évolue, que ça change, j'espère que ça sera le cas. C'est moins complexe que ne l'était du thé pour les fantômes en termes d'écriture. Donc peut-être si vous avez trouvé que c'était un petit peu trop perché ou un petit peu trop complexe, là ça l'est quand même beaucoup moins. Mais ça reste dans cette espèce un peu de tonalité, voilà, très... avec ce côté un peu poussiéreux. Enfin voilà, vraiment, cabinet de curiosité, ça fonctionne à fond. Il y a vraiment de ça en fait dans son écriture et dans son univers que moi j'aime énormément. On n'a pas de narration complexe ici, il n'y a pas de double narration, on est vraiment sur une narration très, très simple et ça fonctionne très bien. Donc voilà, la plume de l'autrice vraiment fonctionne très très bien pour moi, j'aime beaucoup, ça se lit tout seul, c'est très enchanteur en fait. J'ai très envie de continuer, j'ai très envie de savoir où ça va et je vais lire ça, je pense, aujourd'hui, ce soir et demain, et j'espère que je l'aurai fini demain pour pouvoir vous faire un avis final, mais bon, on verra, je vais faire ce que je peux, c'est pas gagné non plus. Voilà, donc on est sur 2 lectures très chouettes. Je dois attaquer ça, Emeline l'a attaqué mercredi, mais je crois qu'elle n'a pas trop avancé parce qu'elle était un peu fatiguée. Donc je vais voir, je vais l'attaquer je pense aussi. Je vais essayer au moins de lire prologue, premier chapitre, histoire de me mettre un petit peu dans l'ambiance. Et puis je pense qu'après ce week-end, ça sera ma lecture principale. Je sais pas trop où elle en est, elle m'a pas redit, mais bon, je crois qu'elle n'avait pas trop avancé hier. Donc voilà, ça me fait très envie. Donc je vous en ai reparlé aussi, je vous ai fait le résumé je crois précédemment, donc je vais pas vous le refaire. Mais ça me fait très très envie. Alors par contre, Emeline me disait que dans le grand format, il y avait pas mal de coquilles. Donc on va voir si ça a été révisé quand c'est sorti en poche. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis pas en avance dans mes lectures parce que mardi, mercredi, j'ai fait autre chose. Jeudi, j'ai été pas mal occupée. Donc forcément, du coup, je suis un petit peu à la bourre par rapport à ce que j'avais pensé et prévu. Ça n'est pas grave. Le fait de faire une pause de lecture quasiment pendant 48 heures, j'ai lu un petit peu, mais pas énormément, quoi, par rapport à habituellement. Ça m'a redonné envie de relire. Donc c'est très chouette. Ces 2 jours de rythme allégé en termes de lecture m'a relancé mon envie de dévorer. Donc c'est très cool. Et c'est ce que je vais faire. Je vais voir, une fois que j'aurai terminé Porcelaine sous les ruines et La maison aux pattes de poulet, ce que j'attaquerai. Je pense qu'on va enchaîner directement avec Pénélope sur une autre lecture commune, puisqu'on en a d'autres de prévues. Et puis voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la clôture de ce vlog. À demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 3 et je reviens pour clôturer le vlog avec 2 lectures terminées. 3 lectures terminées, j'ai terminé 3 lectures. Donc j'ai terminé Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, qui est donc Chris Vukicevic, c'est son pseudonyme d'écriture, plutôt young adult romantasy a priori. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Alors vous savez, je ne suis pas une grande fan de romantasy, je ne suis toujours pas à l'heure actuelle une grande fan de romantasy, mais là où c'était très chouette et au final ce qui fait que j'ai aimé ce roman, c'est que la romantasy, enfin la romance du coup, bien qu'elle prenne de la place et qu'évidemment elle soit importante dans le récit, l'intrigue ne se déroule pas qu'autour de cette romance. On a un côté
On a plein d'aspects autres, plein de thématiques autres que j'ai adoré. J'ai trouvé d'une part que tout ce qui était relations amicales, tout ce qui était found family était très très chouette. J'ai beaucoup aimé les relations que le personnage d'Alba a nouées avec le temps, avec ces humains avec lesquels elle vit, puisque vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, Alba est un génie millénaire, donc c'est dit dès le début, c'est pas un spoil. J'ai adoré ça, j'ai adoré la voir évoluer avec ces gens qu'elle a vu naître, qu'elle a vu grandir, qu'elle voit vieillir, puisqu'il y en a deux qui sont très âgés, qui ont plus de 80 ans. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ce rapport au temps, ce rapport à la temporalité. C'est ce que j'aime aussi par exemple dans Frieren. Je trouve que ça peut, si c'est bien fait, apporter quelque chose d'hyper vrai au personnage. Ce personnage qui va voir tous les gens auxquels elle s'attache naître, vieillir, mourir. Et c'était trop chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était ambiance. Et au final, j'aurais aimé en avoir plus. J'avais envie d'être encore plus dans ce manoir. J'avais envie d'avoir encore plus de passages de thé, de moments où Alba se pose pour lire, de moments, voilà, de ce qui compose en fait l'univers de l'autrice, je pense. Hein, c'est des choses auxquelles elle tient et ça se sent, c'est quand même assez récurrent puisque c'était déjà le cas pour certains aspects dans Du thé pour les fantômes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Je me suis retrouvée dans ces passages, dans ces moments un peu cosy, un peu voilà, où on est devant son livre, on est avec son thé, on est chez soi, posé, et on prend le temps de respirer. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, ça n'est pas une surprise. C'est beaucoup, beaucoup plus accessible que Du thé pour les fantômes. Si vous vous posez la question, je sais que plusieurs personnes se demandaient parce que Du thé pour les fantômes, c'est un peu particulier, c'est une narration qui est particulière. Là, c'est beaucoup plus accessible, très clairement. Donc si jamais vous voulez tenter l'écriture de l'autrice, peut-être que ça c'est une bonne porte d'entrée si vous aimez ce genre aussi, parce qu'il faut quand même aimer un minimum, en tout cas il faut être capable d'apprécier un minimum les romances, parce que quand même la romance prend évidemment pas mal de place. J'ai beaucoup aimé les personnages âgés de cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y ait tout un pan de l'histoire qui s'attache à parler de relations entre personnes âgées et notamment d'amour entre personnes âgées, parce que c'est quelque chose qu'on voit trop peu et qui est hyper important. C'est hyper important que les personnes âgées aient une existence, aient une vie, et qu'on montre que quand on a passé 50, 60, 70 ans, on continue à vivre, à éprouver des sentiments, à éprouver du désir, des envies, et c'est quelque chose qui est très bien fait ici. J'ai vraiment adoré cet aspect, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu, et j'ai trouvé que c'était très chouette parce que finalement, dans tous les autres personnages qu'on peut voir, ces deux protagonistes assez âgés sont très présents en fait, ils font pas juste figure de fond, ils sont quand même très présents, et c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui était l'aspect un peu magique, tout ce qui avait rapport au génie, etc. Encore une fois, j'aurais aimé en avoir plus parce que c'était hyper intriguant. J'ai trouvé que c'était assez original de réutiliser l'histoire des génies qui accordent des vœux dans ce contexte un peu d'Irlande, de pluie. C'est pas forcément des choses qu'on associe très naturellement. Et c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé l'intrigue aussi, tout le message écologique, tout le message autour de la nature qui est important et qui était très joliment passé, c'était assez subtil et c'est bien fait, ça passe bien. Enfin, c'était vraiment trop chouette. C'était très haletant. J'avais très envie de savoir. Le personnage masculin que je n'aimais pas du tout, pour les raisons que j'ai évoquées, par la suite ça s'améliore, ça va. Je suis désolée pour la lumière. Par la suite, ça s'améliore, ça va mieux. Donc, au final, ça s'est bien passé. Je n'ai pas été exaspérée par la relation. Et je pense que ça tient aussi beaucoup au fait qu'Alba est une femme qui ne se laisse jamais faire et qui ne rend jamais les armes. Et j'en viens donc au personnage d'Alba que j'ai adoré. J'ai trouvé que vraiment, elle était... je sais pas comment vous dire. À la fois, c'est une espèce de déesse immortelle en un sens. Et en même temps, elle a un côté très humain, ce qui est logique elle est incarnée dans un corps d'humain. Et ces aspects de sa personnalité qui sont très combatifs, qui sont très forts, qui sont intransigeants, parfois c'est des choses que j'ai aimé retrouver parce qu'on ne s'arrête pas sur son physique, sur sa douceur ou des qualités très souvent associées aux femmes qui sont très agaçantes. Au contraire, on parle de sa ténacité, on parle du fait qu'elle ne lâche rien, on parle de son objectif qui est le même depuis 1000 ans et qu'elle ne lâche pas et qu'elle ne lâchera jamais. Et c'est des choses que j'ai aimé. J'ai aimé que ce personnage féminin ne soit pas prêt à tout sacrifier pour un homme, quand bien même il est absolument parfait physiquement et blablabla. J'ai essayé de fermer le rideau. Donc bref, c'était un très chouette livre. Alors, ça sera pas un coup de cœur absolu parce que pour moi, en tant que lectrice qui ne suis pas une grande fan de romantasy, il me manque plus de world building. En fait, j'aurais plus remplacé la romance par plus de world building, mais en même temps, c'est une romantasy, donc je ne peux pas demander ça au bouquin. J'y allais en sachant
à quoi m'attendre entre guillemets. Et pour une romantaisie, c'était une très chouette romantaisie. C'était vraiment très sympa. Je pense que l'autrice n'a pas fait le sacrifice de l'histoire et de ses convictions et des choses desquelles elle voulait absolument parler au détriment de cette histoire d'amour, et c'est quelque chose que j'ai adoré, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien fait. Je trouve ça chouette qu'on propose des romantaisies, donc des romances dans la fantaisie, qui n'hésitent pas à laisser une place un petit peu moins importante peut-être à la romance qu'habituellement, pour parler d'autres choses, et que la romance, même si elle est très présente, ne soit pas le prétexte à tout sacrifier et ne fasse pas perdre la tête aux personnages féminins notamment, puisque moi c'est elle en l'occurrence que j'ai le plus apprécié. Donc vraiment c'était très chouette, franchement c'est une très chouette romance. Si vous avez envie d'une romance, si vous avez envie de cette ambiance de thé, de pluie irlandaise, avec ce côté un peu fantasy évidemment, avec ce côté un peu magique qui existe, si vous avez envie de voir des représentations de personnages très chouettes de tout âge, on a des enfants jusqu'aux personnes âgées, si vous avez envie de voir des liens entre les personnages, ça peut vraiment vous plaire, en sachant que ça n'est pas très creusé, parce que ça n'est pas l'objectif du livre. Mais c'est vrai que si l'autrice voulait reprendre cet univers pour plus creuser justement l'univers et tout ce qu'elle est autour, j'en serais ravie, parce que ça m'intrigue énormément et j'ai plein de questions en fait sur plein de choses auxquelles je suis sûre que l'autrice a pensé, mais qu'elle n'a pas pu mettre dans son récit pour pas que ça soit trop dense, quoi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir découvert, je suis très contente d'avoir apprécié, de ne pas être déçue par cette lecture. J'avais évidemment un peu peur, mais écoutez, fallait tenter. Je suis ravie de l'avoir fait, c'était très chouette. C'était vraiment une belle découverte, et j'ai hâte de lire d'autres écrits de l'autrice. Il me reste son premier livre à lire, celui qui a été publié chez Folio, que j'aimerais beaucoup découvrir, donc je me le garde précieusement. Et voilà, donc très contente de l'avoir découvert, il est très beau, c'était très sympa, et surtout ça se lit très bien. Et ça fait du bien de lire des livres qui se lisent bien, qui se lisent vite, qui s'enchaînent, qui sont un peu haletants comme ça. Voilà, ensuite, hier j'ai terminé La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott, qui est dans un tout autre style. Je vous en ai, je pense, pas mal parlé, je ne vais pas trop insister. Sachez juste que sur la toute fin, donc les 100 dernières pages, comme je vous en ai peut-être, je crois que je vous en ai parlé hier, je ne sais plus, on a une véritable résolution, et on a une véritable résolution qui est très engagée, et vraiment, je trouve que la plume qui est très particulière, qui est un peu perchée, mais je sais pas comment dire autrement en fait, où tout est un peu décalé, tout est un peu particulier, un peu sarcastique, etc., sert vraiment très bien le message de fond, un message qui est hyper important, puisque finalement on va beaucoup parler de l'importance de la mémoire collective, l'importance de se passer la mémoire entre les générations, l'importance de ne pas oublier, et le fait, en fait, ça parle beaucoup de souvenirs au final, et c'était vraiment très bien fait, parce que l'importance de sauver une culture, de sauver un peuple qui a été massacré par le souvenir, par le fait de parler de ce qui s'est passé, par le fait de parler de la culture, et vraiment c'est un message que j'ai adoré. Je vous laisserai découvrir pourquoi, comment, les tenants, les aboutissants, mais de toute façon, assez rapidement dans le récit, on a des retours en arrière sur Baba Yaga, donc c'est assez, ça se profile petit à petit, et vraiment c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Moi personnellement, j'ai vraiment accroché avec l'histoire d'Isaac et Bellatine, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés, dans ce qu'ils ont d'imparfait aussi, je les ai beaucoup appréciés, et puis j'ai adoré la plume, sincèrement j'ai adoré la plume. On est vraiment sur une plume qui est décalé en fait, c'est très décalé pendant très longtemps, à certains moments plus que d'autres, jusqu'au moment où tout semble s'aligner, se mettre en place, et c'est hyper plaisant. Vraiment, c'est une lecture qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué, et je comprends pourquoi tous ces bons retours sur ce livre, parce que vraiment c'est un livre qui est très important, je pense. Et enfin, j'ai terminé le 3e tome de Véridienne, donc les récits du demi-loup de Chloé Chevalier, que je lisais plus ou moins en lecture commune avec Camelot Magicadou. On s'est plus ou moins suivi et on en a parlé au fur et à mesure. Et donc c'est le tome qui s'appelle Mer brumeuse, qui était trop bien. J'ai vraiment eu la sensation, et je ne pense pas être la seule, de retrouver ce que j'avais aimé dans le premier volume, en mieux encore. C'est-à-dire que là vraiment, j'ai trouvé que le volume 2, je vous l'ai déjà dit, était assez dans l'installation de quelque chose, mais du coup il y avait beaucoup plus de retours dans le passé, qui à la fois était important pour installer la suite, pour comprendre les enjeux de tout ce qui allait se dessiner évidemment, mais qui du coup faisait que le récit était, il y avait moins de points de vue, il y avait moins ce côté hyper nuancé. Alors j'ai apprécié le tome 2, mais le tome 3 vraiment était très chouette, très bon.
Je saurais pas trop quoi vous en dire, c'est un tome 3, mais sachez que je conçois qu'on puisse ne pas accrocher avec ce bouquin, parce que tous les personnages sont à certains moments détestables, à certains moments appréciables, parce que l'écriture de l'autrice donne vraiment l'impression que ces 4 volumes ne sont en fait qu'un espèce de tout qui a été séparé pour des raisons logistiques quasiment, et du coup c'est vrai que c'est très, ça a quelque chose de très linéaire et comment vous dire, l'autrice ne module pas ses effets pour qu'il y ait des moments d'explosion, des moments de révélation qui soient, voilà, où on a le souffle coupé. Ça reste assez linéaire, ça reste plat entre guillemets, mais c'est un mot qui est péjoratif, alors que c'est pas, je veux pas être du tout péjoratif, moi j'ai adoré, parce que vraiment il y a cette impression dans ce récit de chronique historique un petit peu, il y a cette impression de les choses se passent comme elles doivent se passer, et, et c'est pas forcément des révélations au sens où c'est pas là pour vous souffler en fait, c'est là parce que ça parle de choses en fait, ça aborde des thématiques importantes, ça aborde des thématiques, je sais pas moi, typiquement de la famille, du secret, de la politique, du pouvoir, de la vengeance. Est-ce qu'on peut, par envie de se venger, faire du mal à tout le monde et à tous les gens qui sont autour? Enfin, ça parle des conséquences de ces actes aussi beaucoup, ça parle de beaucoup de choses, et vraiment ça a un côté très, je sais pas, très linéaire, très chronique en fait. Vraiment, on n'est pas sur de la fantaisie où ça va exploser de partout, alors que pourtant il se passe plein de choses. Vraiment, il se passe plein de choses. Moi, vous l'aurez compris, j'adore. Je suis vraiment convaincue. En fait, je pense que ce qui fait que je suis aussi accrochée, c'est parce que je suis admirative des choix de l'autrice qui sont, je trouve, très ambitieux, très osé en fait, parce que finalement, elle fait pas du sensationnel, elle fait pas du consensuel, elle n'hésite pas à aller là où elle veut aller, vous mener là où elle veut vous mener, quitte à ce que ça soit parfois déplaisant. Il y a des moments où c'est déplaisant, il y a des moments où on est déçu par les personnages, il y a des moments où on n'a pas envie de suivre certains personnages parce que vraiment ils sont détestables, il y a des moments où, enfin voilà, elle vous ménage pas. L'autrice ne vous ménage pas, ne ménage pas le lecteur. Elle dit les choses telles qu'elles sont dans son histoire. Et en fait, ce récit qui est de la fantaisie, qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vrai avec un grand V, parle de plein de choses qui ont existé et de plein de choses qui existent encore. Et moi, j'accroche à fond. J'adore. Franchement, j'adore vraiment. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice qui est à la fois assez soutenue et en même temps qui est, je trouve, assez accessible. Bref. Pour moi, c'est vraiment une très bonne saga. Donc je suis très contente d'avoir lu le tome 3. Je pense qu'on va pas traîner à se lire la suite parce que après on aura fini la saga et puis qu'on a très envie de savoir où vont mener tous ces fils qui ont été tirés et bon bref, voilà, je suis très impatiente. Donc, trop chouette. Début février, du coup, j'ai fini 3 livres, ce qui prouve bien à quel point j'ai procrastiné la semaine dernière parce que au moins 2 d'entre eux auraient pu être terminés avant février, mais c'est pas grave, ça va, on fait avec. Là, pour le moment, qu'est-ce que je vais lire? Sincèrement, je ne sais pas. J'ai Biotaniste à attaquer parce que je pense que je suis à la bourre et Meline a dû avancer. Donc là, je vais vraiment m'y mettre. Je vais essayer de lire ça sur ce week-end. Enfin, pas tout le livre, mais bien avancer cette lecture sur ce week-end. Sur ma liseuse, je suis repartie sur Après nous qui vivrait d'Hervé Lecor. J'ai lu 15%, donc je me remets doucement à cette lecture qui m'intéresse, qui est aussi très engagée. Clairement, l'auteur parle de choses que nous connaissons et les pousse à son apogée. Typiquement, ce qu'on peut entendre dans le discours politique actuel. Et je vous jure que c'est flippant. Sincèrement, c'est flippant parce que ça a ce côté très anticipation, mais très réaliste aussi de l'anticipation. Donc bref, j'ai lu que 15%, je vous en avais déjà parlé, j'ai pas tellement avancé, pas suffisamment pour vous en reparler. Je pense que sur la semaine prochaine, il sera lu et je vous donnerai un avis final sur cette lecture qui me plaît beaucoup pour ses messages politiques et ses messages engagés et ses messages écologiques. Et donc Biotaniste, Après nous qui vivrait, et je ne sais pas ce que je vais prendre d'autre. J'ai mon défi lecture qu'il faut que je termine, donc peut-être que ça va aussi prendre un petit moment de ma semaine. Et puis j'aimerais bien sortir un autre service de presse, puisque là je suis tranquillement en train de les écumer. Donc je pense que je vais me sortir Anaï, donc, qui est un roman jeunesse que m'avait envoyé Novelle, parce que ça me dit bien. Donc ça parle d'une petite fille qui perd sa grand-mère je crois, et qui pour la sauver doit aller voir un chaman dans la jungle, et apparemment c'est assez aussi engagé en termes de thématique. Donc je vous en reparlerai. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai parlé, si elles vous font envie, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé vous aussi de votre côté. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!